Bien le bonjour à tous, excellent réveil, bonne matinée, bienvenue en... C'est le gars qui veut faire un bon sommet hyper speed et qui rate la première marche, quoi. Bah du coup, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, bienvenue en ce dimanche 21 avril. Vous regardez Canal, nous sommes au 21 boulevard des Martyrs et nous sommes en direct comme tous les jours de la semaine et du week-end. C'est la matinale week-end, c'est le dernier jour, c'est bon pour nous. En tout cas, à partir de demain, c'est Radia. Mais ce qui est sûr, c'est que ce matin, on se retrouve avec des thématiques complètement différentes, diverses, mais hyper intéressantes. On va parler de la célébration du mois du patrimoine. Hier, sur ce plateau, c'était Bachir Sahraoui qui était avec nous, auteur, poète et archéologue. Avec lui, retour sur ses ouvrages, sur les sites archéologiques, sur quelques poésies également, sur Fatman Soumer, mais sur certains faits aussi du patrimoine. Ce sera l'occasion d'en parler, vous le savez tous, depuis le 18 avril et jusqu'au 18 mai prochain. C'est le mois du patrimoine. Et on en parle ce matin avec Bachir Sahraoui qui fait son retour. Rappelons qu'actuellement se déroule dans cet hôtel de l'est de la capitale, du côté de Bebzouar pour être plus précis, donc à l'hôtel Mercure, se déroule une exposition sur le patrimoine qui se déroule d'ailleurs et qui continue jusqu'au 25 avril où Bachir Sahraoui donne des conférences tous les jours. Ammar Boukroun, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un expert foncier auprès des assurances. Il est ingénieur en génie civil, de formation d'ailleurs et de métier. Avec lui, on va parler aujourd'hui de la copropriété. Comment la définir? Bah oui, c'est quoi une copropriété quand vous achetez un appartement dans un immeuble où se trouvent plus de deux appartements? C'est à partir de là qu'on peut nommer ça une copropriété. Combien de copropriétés existent en Algérie, en tout cas recensées? Ça, on en parle également avec lui. Revenir sur les règles de voisinage. Est-ce qu'il existe réellement ces fameuses règles? Alors, on reviendra sur les décrets existants. Si pour 5 millions d'automobiles circulant en Algérie, il existe des centaines de lois régissant donc la conduite, pour la copropriété, il n'existe que deux décrets pour réglementer la copropriété. Deux décrets, alors qu'on parle de 5 à 6 millions de foyers existants ici en Algérie. En tout cas, on en parle avec lui. C'est la thématique du jour avec Ammar Boukroun qui sera donc sur notre plateau. Elle s'appelle Keltou Mazrar, elle s'appelle Khadra Khammar ou encore Leila Houssine. L'une est psychologue, l'autre est éducatrice en chef et la troisième est éducatrice spécialisée. On va parler d'une journée qui a été organisée à Bebzouar. Il s'agit de la fameuse journée sur la prise en charge des enfants autistes, fameuse journée pour d'ailleurs parler des enfants autistes, ça tombe très bien, c'est une crèche à Bebzouar qui a organisé cette fameuse journée. Alors on va parler un peu des travaux de cette fameuse crèche, de cette conférence, du public présent, mais également de la prise en charge des enfants autistes. Et puis on finira tout à l'heure avec l'équipe du dimanche, Siam Knouch pour ses comptes et évidemment Myriam Oussaïd pour ses plantes. Bienvenue à vous tous, vous regardez Canal sans plus tarder, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Alors, excellente matinée à vous tous. On salue l'ensemble des caméras. Tu t'appelles comment, toi? Manel. Manel, bonjour Manel. Allah يطول في عمرك يا لالا. وانت ابو كاسكيتا, tu t'appelles comment? Zindine. Zinou. Et toi? Et Esma. Voilà, c'est les trois stagiaires présents aujourd'hui avec nous. En plus, bien évidemment, des futurs retraitables, Sissi, Sherifa et Samuel. Voilà. Allez, excellente matinée, c'est la météo sans plus tarder. C'est avec vous, Frédéric Cher, Frédéric, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravis de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui encore, les nuages s'accrochent. Ils seront assez denses. Météo Algérie prévoit un temps instable avec des pluies sous forme d'orage assez marquées vers l'ouest. Ces nuages vont gagner du terrain au fil des heures. Ils vont se déplacer vers le centre, lui donnant aussi des pluies à caractère orageux assez marquées vers les régions côtières et proches côtières du centre. En allant vers le centre-est jusqu'à l'est plutôt, le temps sera souvent voilé avec développement de foyers orageux vers l'intérieur est. À signaler aussi des soulèvements de sable, des vents atteignant parfois les 50 km/h sur l'ensemble des régions intérieures avec des remontées de sable sur la partie sud. Rien à signaler excepté quelques faibles pluies en fin de journée de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental. À noter tout de même des soulèvements de sable au Sahara central, parfois même jusqu'au sud des oasis.
On passe sans plus tarder aux températures. Les voici, elles restent stables avec 16 degrés cet après-midi à Tlemcen, 14 à Oran, il fera 15 à Al-Bayad, 17 pour Ilizane, 23 à Djelfa, 18 Tizi Ouzou, Alger, 26 à Sétif, 24 à Batna, maximum de 27 degrés au nord à Guelma, 23 à Annabas Kikda, minimum de 21 degrés à Béchar, 27 à Tindouf, entre 30 et 34 au Sahara central, 34 à Biskra, 32 Tamanrasset Janet, 40 Ilizi et enfin un maximum de 41 degrés pour Bourj Badji Mourtal à Ngezam. Place ce matin au Moyen-Orient, eh bien aujourd'hui le temps sera variable à Damas, à Amman jusqu'à Jeddah et Sanaa, un temps souvent voilé à Bagdad, Riyad, côté température 37 sous un grand soleil à Khartoum, 23 au Caire, 11 à Amman, 12 à Damas, 29 à Jeddah, 34 pour Riyad. Même chose pour Masqat, 31 degrés à Kuwait City et enfin 25 à Sanaa. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h27. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteoalgerie.dz. Merci pour votre présence. Excellente matinée encore une fois. Agréable moment avec vous, Mahrez. À tout à l'heure, courant de la journée pour d'autres nouvelles du ciel. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Allez, plus encore. D'ailleurs, sur les régions nord, avec des pluies assez marquées. En cette journée et en ce début de semaine. Merci Friel, à midi, rendez-vous pour la météo complète. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Bachir Sahraoui. Avec lui, on parlera ce matin. On parle donc du mois du patrimoine. Le mois du patrimoine, 18 avril, 18 mai prochain. Ça tombe très bien. Retour avec lui qui est archéologue, il est poète, il est écrivain également. Retour sur les sites archéologiques classés, sur ce qu'il faut absolument sauver. Mais on parle aussi de poésie. Ce sera juste après Friklen et leur poésie à eux, avec cette chanson intitulée Amazigh. Allons-y.
Eh ben, on va en parler, ça tombe très bien. Alors, du coup, Flickland ce matin en direct sur Canal. Excellente matinée. Alors, avec nous, premier invité, Bachir Sahraoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur le plateau. Bachir Sahraoui, vous êtes archéologue, auteur et poète. Vous étiez sur notre plateau hier. Vous aviez parlé de cette fameuse exposition avec deux autres invités d'ailleurs qui exposaient. L'un était expert couturier, l'autre était artisan potier, artisan céramiste, mais aussi artiste peintre. Alors avec vous, Bachir Sahraoui, on va parler donc de la célébration du mois du patrimoine. On parlait hier de comment se porter le patrimoine ici en Algérie. Vous avez parlé des fameuses pyramides. Ah bah oui, les pyramides Les Gédars de Frenda. De Frenda. Les 13 pyramides. Comment se portent-elles? Très mal. Avec une pointe arrondie. Oui. Pour redistribuer l'énergie. Voilà, c'est des sortes de dômes. Oui. C'est à peu près comme les mosquées, comme ça. Et ça absorbe de l'énergie positive. Et vous avez travaillé dessus? Un petit peu. Pas beaucoup. Vous avez travaillé sur quel patrimoine en particulier durant votre parcours, durant votre carrière passée? Bon, moi j'ai été touché à la Mésopotamie. Oui. Et l'égyptologie, bon, un peu la civilisation des Khmers, enfin les Mayas. Vous étiez sur quel site le plus souvent? J'ai été, par exemple, en Irak, là en Syrie, sur Palmyre, Tadmor. Oui. Voilà. Au Liban, Baalbek, Jbeil, oui. Byblos, Jbeil. Medine Jbeil. Oui. Voilà. Et en Algérie? En Algérie, bon, toujours Timgad, Jmila, avec le mausolée du Madrasan à Boumia maintenant. Oui. Voilà. Et bon, quelques sites. Pas beaucoup. Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages, beaucoup de poésie, hein? Oui. Beaucoup de poésie, très peu de livres sur l'archéologie, mais beaucoup de poésie. D'ailleurs, vous avez le cri de désolation. De désolation. Vous dites c'est un recueil de poésie assez engagé. Vous voulez dire quoi par là? Bon, vous avez par exemple, j'ai écrit sur les cancéreux déjà. Oui. Hein? Sur les malades atteints de cancer. Voilà, parce que ça prend beaucoup d'ampleur ici. Donc vous sortez complètement du patrimoine. Non, je ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, mais on parle de ça. Non, c'est-à-dire, dans ce recueil, j'ai touché à plusieurs domaines. D'accord. Voilà. Ah, vous touchez un peu à tout. À plusieurs domaines. C'est selon votre inspiration. Il y a Tinhinen, oui. notre reine. J'ai écrit sur Lella Fatman Soumer, j'ai écrit sur Au toit de mon soleil, cette fameuse rencontre qui s'est déroulée en 335 avant Jésus-Christ entre Alexandre le Grand et l'éminent philosophe grec Diogène de Sinope. C'est extraordinaire cette rencontre. Ah oui. J'ai écrit sur Hollywood, par exemple. Hollywood? Oui. Pourquoi Hollywood? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est. Vous faites un jeu de mots, hein. Holly et Wood. C'est le bois sacré. Ouais. Qu'est-ce que signifie ce bois sacré et il est là, dans cette poésie. Il y a beaucoup de choses. Allez, choisissez un poème et lisez-le. Comme ça, on pourra... Lequel? Alors, Tinhinan. Ah, mais c'est bien. Ah ouais. Eh oui. Alors, Tinhinan. Reine guerrière au visage sans défaut, irrésistiblement belle, en effet, en si faux, évoquant la beauté et l'autorité des nomades, sage reine du désert qui défiait tous les faux. Femme de légende qui ravivait le pardon, autel lumineux aux yeux immenses et ardents. Elle venait de très loin avec sa servante Takama, trouver dans l'Ahagar un peuple fier et prudent. Dans l'oasis d'Abalessa, elle rencontrait les Kel Ahagar, survivants des Esbeken, peuple disparu dans le Hogar. Sa beauté et son charme ne laissaient personne indifférent. Amayas et Amastel, deux prétendants qui criaient bagarre. Femme de caractère, elle instaura un royaume sur le massif d'Atakor, là où mouraient bien les hommes. Matrice des Touaregs et âme qui veille sur les hommes, faisait face à l'oppression et à l'injustice de Rome. Origine des Bérabères,
une tribu noble et rebelle. Elle aimait la musique et la poésie des labels. Connaissant bien les étoiles et leurs utilités dans le ciel, elle consultait le cosmos pour bien guider ses chamelles. Dans le silence de la nuit, elle écoutait l'imzad et le tobol, instruments très appréciés par les hommes du symbole. Elle chantait en tifina les chansons de ses ancêtres, humble femme aménocole, matrice du peuple aux paraboles. Tinhinen la gracieuse donnait naissance à 3 belles filles. Tinek l'antilope qui faisait face aux pires défis. Tahinkot la gazelle qui fêtait bien les chasseurs, et Tamerouet la race qui connaissait bien les méfaits. À sa mort, un mausolée fut élevé en son honneur, sur une colline de Tifirt, là où méditaient les meneurs. Les Touaregs la glorifient, c'est leur matrice de légende, reine guerrière de l'Ahagar, son nom fut gravé par les tanneurs. Ah, c'est très beau. Vous l'avez écrit quand? Bon, ça c'est un recueil qui a été édité par Dar al-Atmaniya en 2016, je crois, 2016. Vous avez écrit combien de recueils de poésie en tout? Plusieurs recueils. Oui. Même, bon, j'écris en langue française, en langue arabe littéraire et même la poésie populaire. Voilà, ça c'est un recueil en poésie populaire. Poésie populaire, ça veut dire quoi en delja? القصيد والشعر الشعبي الملحون. D'accord, donc c'est pas du classique. Non, c'est dialectal. Si on dit. Dialectal. Voilà, c'est le derja tana. Bon. Et ça va être... Édité? Ah oui. Ah oui. Il va être édité, c'est toujours Dar al-Atmaniya, c'est mon éditeur. Oui. Mais dans ce recueil, j'ai touché au patrimoine surtout. Oui. Vous avez la Kasbah. C'est ça. J'ai écrit sur la Kasbah, sur plusieurs saints. Sidi Abdelrahman, Ta'alibi, Sidi Mohamed, en fait, pratiquement tous les saints de l'Algérie. C'est ça. Voilà. Vous pouvez nous lire un petit extrait? Parce que là, il y a débat sur le... La Kasbah? Non. Non, le dimanche, je suis moins excité que... Je suis moins... Alors, vous savez, le dimanche, je suis moins excité que le samedi. Le samedi, je suis en forme pour aller sur des sujets politiques. Le dimanche, je fais une entrée de semaine en douceur. Ok. En tout cas, moi, le samedi. Ça vous dit bien. Ah, vous savez qu'il y avait une émission comme ça? Vous connaissez Karim Amiti? D'ailleurs, une pensée à Karim Amiti qui a perdu son père il y a quelques semaines de cela. Donc, nous présentons toutes nos condoléances à la famille Amiti et beaucoup de courage. Alors, du coup, lui, il y avait une émission qui s'appelait Samedi. Samedi, oui. Samedi, le jeu de mots. Quoi. Oui, le jeu de mots. Comme il avait eu Amiti jusqu'à midi. Mes mots sur mes mots. C'est ça. Ah, il a eu toujours de beaux titres et de belles émissions en radio et en télévision. Donc du coup, avec vous, donc vous parlez ce matin on parle de ça. Non, je vous disais, ce qui est en débat actuellement, c'est sur le dialecte, sur la Belgique, sur le fait de pouvoir peut-être à un moment se dire que c'est la langue qui correspond et qui sied à tous et qui va être la plus utilisée, parce qu'on enseigne un arabe littéraire qui n'est exploité nulle part, si ce n'est sur des papiers administratifs et dans des journaux télévisés peu compris par tous. Donc du coup, c'est à partir de là que le débat est né. Alors du coup, on aimerait bien que vous nous fassiez un petit quelque chose en... Oui, bien sûr. Alors, vous avez sur Sidi Abdelrahman? Sidi Abdelrahman, oui. Ouais. Entre parenthèses, vous savez, on a négligé, peut-être on a complètement ignoré le métier de narrateur et narratrice et le métier du poète et poétesse. On les a peut-être pas ignorés, peut-être qu'il y en avait un peu moins, non? Si. Il y en a toujours? Oui. Bon, Sidi Abdelrahman Ta'alibi? Oui. Ok. C'est bien. En plein cœur d'Alger, c'est le mois du patrimoine. Oui. Qui dit Alger dit Casbah. Même si elle va mal, cette fameuse Casbah. Il y a aussi même sur... en attendant que vous trouviez votre poème... C'est bon. Non mais, qui peut sauver la Casbah? On est tous responsables, monsieur. On est tous concernés. On est tous concernés. Ouais. Et on est aussi responsables. Mais qui est tous? Enfin, l'Algérien. Les Algériens. Écoutez, j'habite à Babassène, je n'ai jamais mis les pieds à la Casbah. En quoi je suis concerné par la Casbah? Non, monsieur. Il n'y a pas que le Casbah. Il n'y a pas que la Casbah d'Alger. Oui.
Il y a les autres Casbah aussi, dans d'autres wilayas. C'est ce que je veux dire. Il y a la Casbah de Deleuze, il y a la Casbah de Bjaya, il y a la Casbah de Constantine, il y a des Casbahs, enfin chacune a son nom après. Mais qui est concerné? C'est-à-dire il faut s'intéresser déjà. Le fait de s'intéresser, oui, le fait de s'intéresser... On est concerné parce que c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Il est clair. Voilà. C'est très bien, c'est acté. Qui peut la sauver? Comment la sauver? Allez, ok, je vous change la question, comme ça on touche à personne. On est tous concernés par l'ensemble des Casbahs existantes en Algérie, vous avez tout à fait raison, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de nos fiertés, de notre fierté et nos fiertés, l'ensemble de nos fiertés. Maintenant, comment doit-on procéder pour la sauver? Il faut qu'il y ait des décisions politiques sérieuses. C'est qui? C'est le ministère de la Culture ou là où il est? Non. Il faut qu'il y ait une coordination entre plusieurs ministères. Il n'y a pas que le ministère de la Culture, quand même. D'accord. Non. Il faut qu'il y ait une coordination. Et il faut qu'il y ait... c'est-à-dire, déjà, il faut être convaincu. C'est cela. Voilà. C'est cela. Alors, on passe... Vous ne répondez pas à ma question, mais c'est pas grave. Je comprends que... Quelle question? Non, mais la question en question, mais c'est pas grave, je veux dire, je comprends. Vous êtes archéologue et vous êtes venu parler de ces beaux livres que vous éditez. Je pense que je ne vous mettrai pas mal à l'aise plus longtemps. Alors du coup, allons-y. Sidi Abdelrahman Taalibi. Sidi Abdelrahman Taalibi, c'est une manière de rendre hommage à la Casbah. Aucun problème. Aussi. Non, pas de problème. Vous savez, moi j'ai appris une chose très importante dans la vie. Qui est? Battre l'adversaire sans le combattre. Vous pensez que vous m'avez battu? Non, pas vous. Non. Non, mais... C'est ça, c'est un message, tout simplement. Ma première définition quand j'ai commencé ce métier, c'était il y a maintenant près de 16 ans. C'était en radio, j'avais 17 ans à l'époque, pour vous dire. C'était qu'une émission était toujours un combat de boxe. Et il fallait forcément sortir vainqueur. Mais sans jamais faire mal à son invité. Monsieur, je suis expert en arts martiaux. Et je sais ce que je dis. Il n'est pas voulu l'invité du jour. Et en cuisine, vous savez faire à manger? Beaucoup. Oui, je suis un cordon bleu. Ça y est. Oui. Vous êtes un cordon bleu et ça nous honore. Allons-y. Alors, ça c'est Sidi Abdelrahman Taalibi. يلا. Alors. تفضل الله. نقول نبدأ بسم الله سموا بالله يا سامعين بجاه نوار الرسل والأنبياء والصالحين عظموا من الكعبة والصحابة والتابعين والذكر الأولياء والعلماء والفقهين الرحموا الفقراء والضعفاء والبايسين تلقاو رحمة الله منزلة تنزيل في كل حين طيعوا سادة الحق والصفوة والوالدين تسعدوا في الدنيا وفي جنة الخالدين ولي صالح عبد الله مع العابدين تصوف في حياته والزهد بحق مع الزاهدين سيدي عبد الرحمن اذكروا فضلوا يا فاهمين صلوا على سيد الخلق محمد يا عاشقين أصله أمازيغ أصله مزيغي مشرف من طينة الغاليين كرمور بالعزاب كرايم الصابرين ذاق سرور وغبطة في حلقة السايحين وشاف خفايا وصرار في العوالم الخافيين جدود تعال بعربة من خيرة الوافدين حملوا راية الإسلام ودخلوا مع الداخلين خذا من الشيوخ الرتبة وزمرة الواصلين ولبسوا في الجبة ودخل خلوة الذاكرين حط بالعاصمة الرحبة مدينة المحافظين يطلب عز الصحبة بين الطلبة والطالبين نال علوم وعرفة ورتبة الصالحين ما سعدوا يا صحبة جعلوا ربي من المقربين اقصد المغرب الأقصى يتنفع بالنافعين ونال من الشيخ الحفيد علامة العالمين زرب جاية الوردة وسكنها 8 سنين وجالس السياد القعدة والمشايخ الواصلين سلمان بن الحسن أعطاه علوم مثبتين وعلي بن عثمان زودوا بمعارف مدونين أحمد بو العباس علموا فقه الفاقهين وبو القاسم المشدالي سمعوا حكم محكمين قصد تونس الخضراء يطلب فضل الفاضلين وخذا من الأب المشهور والبرزالي من السابقين شاف مصر أرض العرفة توارخ مسجلين وجالس الشيخ البساطي والبلالي من البارزين قصد تركيا بلاد الحضرة الصوامحة معليين وخالط ناس الصوفية والزهاد الهايمين زار الكعبة الشرفية وطاف طواف الطايفين ورجع بحال الغوتية والأولياء والصالحين في العاصمة حط رحاله وألف كتب مقيمين ولقى دروس وخطبة في جوامع مأرخين ذكر الاسم وتنور حاله ودخل
حلقة الواصلين وشاف غرايب وعجبة في خلوة الشاهدين. اشتهر اسمه وعلى مقامه وقصدوه الصادقين، منهم عجم وعربة نالوا أجر الزايرين. سطع نور ومن قدر ذكاره وصحبة الساجدين، ونال كرايم ووهبة ومحبة العابدين. درس مريدين وطلبة في حلقة الطالبين، صبحوا علماء ورشدة من خيرة العارفين. أحمد زروق الحسني علامة العالمين، ومحمد الشيخ السنوسي من طينة الواصلين. أحمد بن عبد الله الزواوي مفخرة السابقين، والشيخ المغيلي التلمساني من معدن الصادقين. الكفيف محمد بن مرزوق نور من نور الخاشعين، ترحموا على سيادنا يا حضرة برحمة الوالدين. في شهر رمضان يوم جمعة 1471 توفى سيدي عبد الرحمن، ترحموا عليه يا سامعين. ضريحوا معلوم بقبة يقصدوه الزايرين، فيهم فاهمين وجهلة لا تغلطوا يا قاصدين. عبد صالح عنده مقامه عند السادة العارفين، فهم قوالو وسر حوالو في خلوة الذاكرين. هذه قصته يا ناس الرحبة، سلام عليكم كاملين. لا تنساو رجال الجزائر والشهداء والصالحين. Et votre poème est bien évidemment plus long, mais c'était un extrait que vous souhaitiez partager avec nous. En espérant en tout cas vous revoir bientôt quand votre livre sortira, quand il sera disponible. Oui, il n'y a pas de problème. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre carrière. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, monsieur. L'expo continue à l'Hôtel Mercure jusqu'au 25 avril. Oui. Vous faites une conférence quand? Pratiquement tous les jours. Hein. Aujourd'hui, récital de poésie avec un récital de poésie avec un débat bien sûr. Super. Et voilà, j'ai même une poésie là où j'ai cité les 7 merveilles du monde. Beaucoup de gens ne connaissent pas les 7 merveilles du monde. Alors à travers la poésie, je quand même. Voilà. C'est peut-être l'occasion de découvrir tout ça. C'est quand la prochaine Aujourd'hui. À quelle heure? Dans 1 heure peut-être, 1h30. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Béchir Sahraoui, archéologue, auteur et poète. Vous étiez notre invité et hier et aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Revenez dès que le livre sera édité. Ce sera un plaisir en tout cas de recevoir votre recueil de poésie, d'en parler, qui est fait en arabe dialectal d'ailleurs. Et c'est peut-être l'occasion de faire découvrir aussi cela. Merci encore. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On a parlé de la Casbah, ça tombe très bien. Noël Abada s'est intéressé à la restauration de cette fameuse Casbah. On en parle d'ailleurs dans ce reportage, on se retrouve juste après. Voilà 25 ans que la Casbah d'Alger est classée sur la liste du patrimoine de l'humanité. 25 années durant lesquelles au moins sa couronne, la citadelle, aurait dû retrouver ses lettres de noblesse. Mais le classement à lui seul n'a pas suffi pour sa valorisation. Les conditions n'étaient pas réunies pour que ce dossier soit pris en charge très sérieusement. Alors c'est un problème de texte, de loi. Il faut dire que ce n'est qu'à partir de 1998 que la loi sur le patrimoine est sortie. Et puis il fallait attendre 2003 pour que des textes d'application sortent, les décrets exécutifs. Comment doit-on restaurer? Qui peut restaurer, etc., etc., etc. Et là, on a parlé de qualification d'architecte, restaurateur. Aujourd'hui, il semblerait que la situation ait changé. La machine est enclenchée et le train sur rail. Maintenant, les ingrédients sont réunis. 2007 commence le plan de sauvegarde. 2010, il est achevé. 2011, il est approuvé par l'APE d'Alger. 2012, il est approuvé par le gouvernement parce qu'il dépasse les 50 000 habitants. 2013, une première enveloppe est donnée. Parce qu'on a fait une estimation financière. Qu'est-ce que coûterait cette Casbah sur un temps de 15 à 20 années? On nous a donné une première tranche, fin 2013. 2014, les procédures de choix d'entreprise, de bureau d'études ont commencé. Un problème épineux. Les efforts se conjuguent pour le solutionner. La wilaya d'Alger entre en action. La wilaya a reçu le dossier. On est en train de prendre en charge ce dossier de la restauration. On a reçu le dossier en 2016.
D'accord. On a affecté certains projets pour des entreprises et les bureaux d'études spécialisés pour ça, spécialisés dans la restauration. On a lancé des avis d'appel d'offres. La citadelle est en effet telle une fourmilière. Bureaux d'études et entreprises s'y activent. Les maîtres d'ouvrage sont également sur les lieux. L'état d'avancement des travaux diffère d'une partie à l'autre du site. Il faut dire que les effets du temps, conjugués à ceux des interventions antérieures, ne sont pas pour faciliter la tâche. Il y a un premier diagnostic qui est fait, puis on voit à peu près l'état des composants du bâtiment. Une fois qu'il y a tous les désordres les plus importants du bâtiment sont éliminés, à savoir les désordres structurels et les désordres dus aux eaux. Souvent, c'est dû aux eaux et au temps. Donc, on va observer tous les composants, faïence, marbre, bois, et donc on va soit les laisser sur place pour éviter à les déplacer le peu qu'on peut. Et lorsque on a des restaurations qui ont été faites avec du ciment ou d'autres matériaux, quand on a voulu faire des premières conservations, on déplace les objets, on les numérote, donc d'une façon tout à fait minutieuse, et on l'emmène dans cet atelier pour qu'ils subissent des conservations. Tout en bas, d'autres sites et édifices jouent au bras de fer avec le poids des siècles. Les travaux de confortement sont partout la priorité à la Casbah. Casbah, il faut dire qu'il y a 105 hectares, d'accord, de secteurs sauvegardés, 52 000 habitants, 1816 constructions, ottomanes et coloniales mélangées. À l'intérieur, il y a 80% de propriété privée. Vous savez que la propriété privée en Algérie est protégée par la Constitution. Donc on ne peut pas intervenir sur des propriétés privées aussi facilement qu'on le voudrait. Des décisions courageuses s'imposent peut-être afin de sauvegarder la Casbah, mais la préserver avec ses odeurs, ses traditions, ses métiers, bref, avec les siens. Excellente matinée à vous tous. Voilà, la restauration de la Casbah. On pourra en parler, peut-être, la Casbah avec vous. Oui, puisque la Casbah est une cité. Oui. Et cité qui demande à une restauration. Mais moi, je ne suis pas spécialiste du vieux bâti, du très vieux bâti. Mais sur la partie, sur l'explication de qu'est-ce que la copropriété, je pense que vous aurez à intervenir, parce que la Casbah aussi est édifiée avec des copropriétés, avec un ensemble de copropriétés, donc régie par seulement 2 décrets. On va en parler avec vous dans quelques instants. Ammar Boukaraoun, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes expert foncier auprès des assurances. Alors c'est assez particulier, vous allez expliquer la nuance. Vous êtes de formation ingénieur en génie civil. Absolument. Vous avez travaillé un peu dans le domaine. Sur les chantiers, j'ai fait beaucoup de chantiers, c'est normal. Donc il y a un ingénieur qui ne fait pas les chantiers, c'est pas un ingénieur. Expert foncier auprès des assurances, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez des soucis d'infiltration d'eau, de destruction, comme ça, je viens, votre agence où vous avez assuré votre appartement, fait appel à des personnes comme vous. Je vais évaluer les travaux, voilà. Il y a d'autres experts fonciers, mais... Expert bâtiment, hein. Foncier c'est le terrain, hein. Mais plutôt moi je suis expert en bâtiment. Hein. D'accord, mais vous avez le titre d'expert foncier. J'ai le titre d'expert bâtiment, pas foncier. On ne dit pas foncier dans votre cas. On n'est pas foncier automatiquement. Le foncier, c'est le terrain. Mais avec le temps, avec la pratique, on devient expert foncier. Donc c'est un métier, on se généralise et en même temps, on fait du droit. Malgré nous, on fait du droit. Donc pour pouvoir comprendre un peu ce que vous voulez, de quoi vous voulez parler, c'est-à-dire la copropriété. Voilà, donc... le droit algérien permet de saisir l'ensemble des éléments relatifs à la copropriété. Vous savez, moi je vous dis simplement, vous êtes entouré de photos comme ça, vous regardez autour de vous, il n'y a que des bâtiments. Il n'y a que des copropriétés. Et toutes, normalement, logiquement, puisque c'est des bâtiments qui sont avec des étages, il y a des personnes qui habitent dedans, donc il y a des escaliers, des accès. Il y a le terrain sur lequel sont bâtis ces immeubles. Et automatiquement, il y a des parties communes. Eh ben, très bien, on va en parler d'ailleurs. Ammar Boukaraoun, alors vous nous faites le plaisir d'être là ce matin. Merci. Et, excusez-moi,
Et ce matin, avec vous, on va parler de la copropriété. Alors, on va commencer par la question la plus basique. Comment définir une copropriété? Qu'est-ce qu'une copropriété? Tout d'abord, vous parlez tout à l'heure de la Casbah. La Casbah, c'est juste le XVIe siècle, le XVe siècle, mais il faut revenir un peu plus loin dans l'histoire. Les Sumériens, par exemple, quand vous lisez, si on arrive à lire leurs tablettes, il y a beaucoup de choses qui indiquent qu'à l'époque déjà, il y avait de la gestion du voisinage. Ensuite, on peut aller vers les Grecs, on peut aller vers les Romains aussi qui avaient... Vous dites que les Romains ont carrément notifié. Notifié carrément, édicté. Il y a des écrits, et ils avaient même des conciergeries. Hein, donc, ensuite, on peut aller passer... Je vais aller très vite parce que... Oh non, mais allez-y, on peut s'arrêter un peu à Sanaa, où il y a des immeubles de 4-5 étages hein, qui datent... Sanaa au Yémen. Au Yémen, oui. Et ils sont debout. Sauf que dernièrement, il y a des problèmes à cause de la guerre, il y a eu des démolitions, etc. Donc, des effondrements, mais il y a des bâtiments de 5 étages qui datent du début du millénaire. Comment ces gens-là faisaient pour gérer le vivre ensemble. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était fait en hauteur. Ce n'est pas parce qu'il y avait un manque d'espace, mais parce qu'il y avait un besoin de sécurité. Donc, la hauteur permettait aux gens de se protéger. Et au fur et à mesure que le temps passe, maintenant, il y a un problème de terrain, la disponibilité du foncier. Et depuis le 19e siècle, il y a eu un changement très grand au niveau de la société humaine. Il y a eu la disparition du féodalisme qui a été remplacé par la bourgeoisie. Et les féodaux avaient des châteaux. Et ces châteaux-là, un jour, ils étaient obligés de payer les impôts, puisqu'ils sont devenus bourgeois. Et donc, ces châteaux-là coûtaient beaucoup d'argent. Donc, comment faire pour pouvoir payer? Démolir, il n'était pas question de démolir. Donc, ils ont commencé à louer des chambres. Après la location, ils ont commencé à vendre, etc. Donc, c'est le vécu qui impose à réfléchir sur l'aspect juridique. Et il a fallu attendre jusqu'au XXe siècle pour voir les Belges qui sont les précurseurs en matière d'édiction de textes, de lois sur la copropriété. Et donc, ensuite sont venus les Français en 1938. Et les Français qui étaient là, donc ils nous ont, ils ont fait fonctionner ces lois en Algérie. D'ailleurs, tous les immeubles que vous voyez là, un certain nombre, hein, beaucoup, ont été édifiés à l'époque. On les voit, ils ont été édifiés en copropriété. C'est-à-dire, chacun avait son lot privatif, c'est-à-dire l'appartement, et il y avait des parties communes. Donc, les gens achetaient et achètent aujourd'hui. Si vous voyez votre acte de propriété, vous achetez deux choses. Vous achetez la partie privative, c'est-à-dire le lot privatif, c'est-à-dire l'appartement, et vous achetez aussi une deuxième chose, c'est écrit dans l'acte. Et malheureusement, les notaires ne lisent pas. Parce qu'il y a un dernier article qui dit que le notaire doit lire au parti. Sauf que ce n'est pas fait. Il doit lire. Donc, et surtout, il doit s'arrêter un moment sur la partie désignation où il est écrit que l'acheteur a acheté deux choses. Il a acheté la partie privative qui lui appartient. Donc c'est l'appartement. L'appartement, à partir de la porte d'entrée. Et il a acheté une deuxième chose, il a acheté des parts de ce bâtiment. Il y a des parts qu'il partage avec les autres copropriétaires. C'est les parties communes. Et c'est les parties communes. Escalier, cage d'escalier. La cage d'escalier qui est une servitude. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas de cage d'escalier, vous ne pouvez pas jouir de votre bien qui est au 4e, au 5e étage. Il y a le terrain sur lequel est bâti l'immeuble, il y a les canalisations, il y a le parking, il y a beaucoup de choses, ça, et c'est indiqué par la réglementation. Malheureusement, je vous donne simplement, un chiffre, une multiplication. En Algérie, il y a tout ce que vous voyez là autour de vous. Nous avons fait le compte, il doit y avoir dans les 8 millions de logements en Algérie. Donc, selon les chiffres du ministère... Vous ne parlez pas de maisons individuelles, vous parlez de copropriété. Attendez, je précise bien, logement, pas individuel, hein, logement en copropriété, en bâti, en étage. Donc, 8 millions de logements. Et quand vous avez un taux d'occupation par logement, c'est le ministère de l'Habitat, ces chiffres, il paraît que c'est 5
Algériens vivent dans un appartement. Donc 5 fois 8, vous avez 40 millions. Des chiffres qui datent de quand? C'est très récent, puisque nous avons construit, je dis nous avons construit, depuis 2000, 3 millions de logements. Ça, on peut les quantifier. Donc 3 millions... Depuis 2000? Depuis 2000. 3 millions de logements. En moyenne, c'est 150 000 logements par an. Donc, comme ça, à la louche, ça se vérifie, tout ça. On peut vous parler tout à l'heure de Bab Hassan. Il faut voir autour de vous à Bab Hassan. J'habite pas à Bab Hassan, c'était dans l'absolu. D'accord. autour des accès routiers, des nouveaux accès routiers, on peut les voir, on peut les quantifier. Un logement, on le quantifie. Là, maintenant, je peux vous calculer un peu ce que vous avez autour de vous. Donc, ce n'est pas un problème de connaître. C'est 8 millions. Ça me paraît étrange. 8 millions. Non, ce n'est pas les 8 millions qui me paraissent étranges. C'est les 3 millions que... en pratiquement 20 ans, 3 millions de logements, ça n'a jamais été un chiffre qui a été annoncé. Non, l'Office national des statistiques, il est là. Vous savez, ce n'est pas des gens qui font de la politique, c'est des gens qui font des calculs. Moi, je parle... On attend toujours le recensement qui avait été lancé en 2016, mais qui n'a jamais vu le jour. Je suis un technicien. Moi, je n'ai pas à réfléchir. Il y a un chiffre, je m'arrête sur ce chiffre. Je vous dis, déjà, quand je vous fais la multiplication, 8 fois 5, ça fait 40 millions de personnes qui vivent, comme vous le voyez autour de vous. Et vous le disiez tout à l'heure, justement, il n'y a que 3 décrets. Il y a une vingtaine, je vais vous donner exactement le nombre d'articles. Il y a une vingtaine d'articles dans le Code civil. Il y a le fameux 83-666 qui est venu juste après la cession des biens de l'État. C'est un décret législatif. C'est-à-dire, il y a eu la cession des biens de l'État en 81. Et juste 3 ans après, voyons, on met la charrue avant les bœufs. Donc, il y a eu la cession des biens de l'État. C'est quoi la cession des biens de l'État? C'est la vente des logements, monsieur. C'est la vente des logements. Vous voyez bien, vous êtes tout autour de vous. En 1980, il y avait un patrimoine des OPJ et des OPHLM. Et après, l'État a commencé à vendre ce patrimoine. L'État a vendu. C'est ça, on dit cession des biens de l'État, mais c'est une privatisation. C'est ça. On n'osait pas dire le mot dans l'environnement. Ce mot est toujours compliqué jusqu'à présent. Oui, le socialisme irréversible, on n'osait pas. Oui. Mais c'était une cession, c'est une vente. Et donc, juste après, 3 ans après, on vend quelque chose et on ne vous dit pas comment vous allez y vivre. Et on vous dit ça après 3 ans par un décret, le 83-666, qui n'a que 4 pages. Je peux vous dire une vingtaine d'articles aussi. Et depuis, c'est le silence radio. Donc, il n'existe pas de loi réelle. Vous avez 40, à 83, vous avez 40 articles. Arrive 93, il y avait une loi sur la promotion immobilière, un décret législatif de mars 93, où il y a juste un chapitre où un des copropriétaires pouvait demander au juge président du tribunal de lui permettre de faire le travail de syndic, disons. Ensuite, il y a eu en 1994 ce qu'on appelle l'administrateur de biens, ce qu'on appelle le syndic. Et depuis, jusqu'à 2014, grâce aux promoteurs immobiliers, il y a eu une vague immense et importante dans la réalisation de logements par des privés, par des promoteurs immobiliers privés. Oui. Et en 2014, il y a ce qu'on appelle juste un document qui gère la copropriété comme ça. Et 40 millions d'habitants qui vivent dans cet environnement. Et ça, je peux vous dire, 95% des Algériens vivent dans le cadre d'un bâti à étage. Oui. En France, à titre d'exemple, il y a 40% des Français vivent dans le cadre de la copropriété, mais ils ont un code de la copropriété. Un code. C'est-à-dire... Et en Algérie, il existe ce code de la propriété. Mais non, je vous dis qu'il y a juste 40 articles. Et sur les 40 articles, il n'y a rien qui régisse Non, il y a beaucoup de choses beaucoup de choses, mais vous voyez, c'est tellement complexe. C'est vraiment, on est dans il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la copropriété. Il y a le bâti lui-même, l'aspect technique lui-même. Il y a l'aspect humain aussi.
Il y a vous, moi, nous sommes des voisins. Et je vous rappelle qu'en islam, nous sommes des musulmans. Le voisin, le prophète disait qu'il allait devenir son héritier. Je veux dire, dans le sens tellement le voisin, c'est que le voisinage, le voisin, c'est important. Et donc, l'importance du voisin. Bon, ça c'est l'aspect religieux, bon, on peut en parler, mais moi ce qui m'intéresse c'est le quotidien. Quand je me lève le matin, j'ai envie de dire bonjour à mon voisin, on ne le dit plus maintenant. Ah bah oui. Ben oui, il faut s'entendre avec son voisin d'abord. Mais s'entendre, mais s'il n'y a pas de règles, le palier par exemple, je suis face à vous, s'il n'y a pas de règles, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le palier. Mais beaucoup pensent que les parties communes, donc les escaliers, les terrasses, la réception, la cage d'escalier en bas, beaucoup pensent que ça ne relève de personne. Donc du coup, c'est propre à partir du palier et derrière, que chacun gère sa vie. Alors qu'aujourd'hui, vous arrivez et vous dites, quand vous achetez votre appartement, vous achetez des parts de ces parties communes. Et à ce moment-là, qui doit gérer et régir ces parties communes ? Il y a des règles, Je finis juste une parenthèse. Oui. Vous avez parlé de promoteurs privés, eux ont compris. Eux vous vendent des appartements au prix qu'ils souhaitent installer parce qu'en Algérie, personne ne régit le mètre carré. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure si vous le permettez. Mais il n'y a aucune loi qui oblige une personne à vendre le mètre carré à 50 000 dinars ou de le vendre à 1 million de dinars. C'est le marché. C'est le marché qui fait sa loi et c'est souvent les promoteurs, les agences immobilières et les intermédiaires qui font la loi de l'immobilier. Il n'y a aucun rôle joué par l'État, de régulateur ou de frein à une quelconque dérive. Ça, c'est une partie. Eux ont compris le système, ils vous vendent un appartement et à côté, ils mettent en place ces fameux services de gestion des espaces communs, les parkings, les jardins, qui est dans les cités qui sont dotés de jardins, les cages d'escalier, le nettoyage, les femmes de ménage et autres, les techniciens de surface. Ça, c'est réglé pour eux. Il y a une cotisation à payer. Mais dans les immeubles qui ont été construits par l'État, donc par l'Algérie, et qui ont été, vous l'avez dit, soit changés de statut grâce à l'OPGI, donc en passant en achat direct, soit qui ont été distribués ces dernières années, on a l'impression qu'il n'existe aucune règle. C'est-à-dire que c'est au bon vouloir des 10 ou 20 voisins qui partagent le même immeuble. Alors qui doit régir ? Est-ce qu'il y a une loi pour cela ? Et en cas de conflit, qui doit le régler ? Tout d'abord, vous disiez par rapport aux promoteurs, il faut vraiment leur tirer le chapeau. C'est-à-dire, ils font leur loi, vous disiez, ils font leur loi. Mais la loi, c'est le marché. Mais de l'autre côté, par rapport au public, on parlait tout à l'heure du nombre de logements qui ont été réalisés. Vous avez des villes dans le monde qui ont plafonné le prix du mètre carré. Hein. On peut parler de Berlin comme on peut parler de Paris. Je dis ça, je dis rien. Nous sommes en Algérie, je vous disais tout à l'heure que déjà en Allemagne, puisque vous parlez de l'Allemagne, figurez-vous que si vous ne payez pas vos charges 3 mois, les copropriétaires vendent votre appartement et récupèrent l'argent. Donc, c'est-à-dire, il y a le pile et face. Donc, est-ce que nous, on est prêts à faire face à ce genre de situation intellectuellement, etc. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut instaurer des règles. Et ces règles-là, elles existaient avant 1962. Oui. Et le problème, c'est qu'il y avait un départ massif des pieds noirs et des immeubles se sont retrouvés sans occupants. Ces immeubles-là sont devenus des biens vacants. Et bon, la nature craignant le vide, vous savez très bien, nos concitoyens, nos parents, à l'époque, vivaient dans des situations impossibles. Donc, des réfugiés, c'était des centaines de milliers de réfugiés qui rentraient de Tunisie, du Maroc, des montagnes, parce qu'ils ont vu leur dachra bombardés. Donc, ils ont occupé ce que vous voyez là. Ils sont là. Oui. Moi, je connais beaucoup de monde qui habite dans ces quartiers-là. Et je sais comment ils ont occupé leur logement. En 62, 63, ils faisaient monter les poulets, les canards, voilà. Donc, c'est une réalité. Bah, c'est une époque. C'est une époque. C'était un bien vacant. Il n'y a pas à en rougir, il n'y a pas à en être fier. C'est comme ça. Nous, on est là pour en parler. Mais le problème, moi, ce qu'il est, c'est que après une guerre, c'est la guerre. Hein. Vous savez, c'est les conséquences d'une guerre. C'est comme ça.
Vous allez partir en Syrie aujourd'hui, vous allez trouver un peu des choses comme ça. Mais il faut apprendre nos leçons, c'est ça. C'est-à-dire à partir de 63, 62, ces biens étaient vacants. Comme son nom l'indique. On a compris, on connaît la suite de l'histoire. La vacance, il n'y a pas de maître. Arrive 66. 66, Boumediene décide d'intégrer ces biens vacants en biens de l'État. C'est ça. C'est-à-dire les gens qui occupaient les lieux ne payent même pas leur loyer. C'est à partir de 66 que les gens commencent à payer. D'accord. Mais les dégâts sont là. Les ascenseurs, les canalisations, etc. 4 ans après, et il fallait prendre le relais a été pris par les HLM, habitat à logement modéré, et les OPHLM. Et il a fallu attendre 1981 pour voir la cession des biens de l'État. L'État ne pouvant pas gérer ces biens, puisque c'était les OPHLM qui, soi-disant, devaient gérer les parties communes, réparer. Ce qui n'a pas été fait complètement. Non, ils ne peuvent pas le faire. En étant public, vous ne pouvez pas venir remplacer un carreau, un interrupteur. Donc l'État s'est désisté de ces biens. Et quand l'État s'est désisté, il s'est désisté de la totalité, c'est-à-dire y compris du sol. Et ça, c'était un problème. Ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, en Russie aussi. La copropriété est limitée uniquement au niveau des murs, des dalles et des murs. Si le bâtiment, c'est-à-dire l'État peut reprendre le terrain, bien sûr, on avait pris indemnité, etc. Mais il peut reprendre le terrain. Parce que le sol lui appartient. Parce que le sol lui appartient et l'État a le pouvoir d'aménager la ville, quoi. Oui. Voilà. Alors, vous répondez toujours pas à la question. J'habite un immeuble d'Alger Centre. Ça va. Je suis dans une copropriété, forcément, j'ai pas les moyens de m'acheter tout l'immeuble. En tout cas, j'ai rien fait de grave pour pouvoir m'en acheter un. Alors du coup, je finis sur cette question. J'habite au 3e étage d'un superbe immeuble. Voilà, c'est dans l'absolu. Hein. J'en rêve peut-être un jour, mais d'un superbe immeuble du côté d'Audun. On est d'accord? Oui. Cet immeuble-là est composé de 25 appartements. Avec 26. On va mettre 2 par palier pour être cool. Comment doit-on organiser la copropriété? Vous savez, je ne vous ai pas répondu parce qu'il n'y a pas de règle. Moi, si je vous réponds... Alors, l'exemple, celui que vous croisez le plus souvent, c'est quoi? C'est l'initiative privée? Moi, si je vous réponds, je dois vous répondre sur des bases juridiques réelles. Donc, elles n'existent pas. Mais s'ils n'existent pas, c'est-à-dire à un moment donné, vous devez me poser comment créer ces règles. Je vous dis, moi, avec des confrères experts, on a fait du forcing. On est allé chercher les députés. On leur quémandait des rencontres pour leur demander, écoutez, surtout, ils étaient occupés à autre chose. Surtout au moment où il y avait la loi sur la ville, il y avait un chapitre, on voulait intégrer un chapitre sur la copropriété. Personne ne vous a suivi? Jamais. Le groupe parlementaire ne s'est même pas intéressé à ça. Vous savez, déjà aujourd'hui, vous êtes le premier à faire une émission sur la copropriété. Vous êtes le premier journaliste à parler y compris la presse écrite. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a eu une expérience en radio, je peux vous l'assurer, qui avait été menée par Nel Bekrala, c'était à la chaîne 3, où elle avait ramené un propriétaire d'un site internet qui parlait beaucoup de l'habitat, de la copropriété, de la propriété, qui parlait du logement, en général. On parlait du logement. Maintenant, effectivement, c'est une thématique très intéressante. Si vous le permettez, nous serions ravis, si je ne suis pas viré d'ici la semaine prochaine, de revenir dès la semaine prochaine. Oui. Quand la semaine prochaine, en tout cas, l'invitation, elle est d'abord signée par Myriam Aka, qui est la rédactrice de cette émission, et où ce sera l'occasion de continuer sur la copropriété, faire de la sensibilisation, et puis ça tombe très bien, nous sommes en plein réflexion sur comment bâtir une Algérie nouvelle. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être proposer de nouvelles lois, parce que le Parlement va complètement changer, qu'on va changer de personnalité, qu'on va changer de personnes qui, eux, vont peut-être réfléchir aux besoins de la population, aux besoins de la société, aux besoins de la nation. Et c'est ça qui va nous intéresser aussi à travers toutes vos propositions. Le mot de la fin vous revient. Un dernier mot? Oui, bien sûr. Nous sommes, en fait, la journée du patrimoine. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est pas un patrimoine, ça? Si, c'est un patrimoine. Oui.
Merci, monsieur. Merci. C'était un plaisir. Monsieur Boukaraoun, hein, rappelons-le, vous êtes expert foncier, expert en bâtiment auprès des assurances. Vous êtes ingénieur de génie civil en formation, de formation. Vous êtes ingénieur en génie civil de formation. Vous nous avez fait le plaisir aujourd'hui de parler de copropriété. Dès le week-end prochain, moi je me ferai un plaisir. En tout cas, on sera heureux, toute l'équipe de la mission sera heureuse de vous accueillir une nouvelle fois. Je ramènerai du monde avec moi. Ramenez qui vous voulez. Je suis pas le seul. Mais on se tape dessus à bâton rompu. Hein. D'accord. On dit tout et sans avoir peur de quoi que ce soit. Okay. Allez, dans quelques instants, on va parler de psychologie, on va parler de prise en charge des personnes autistes et des enfants en particulier à travers cette journée qui a été d'ailleurs organisée du côté de Babzouar dans une crèche. Et ce matin, c'est des éducatrices, des psychologues qui seront avec nous ce matin, qui seront sur le plateau pour nous parler de la prise en charge des enfants autistes, pour nous parler de cette fameuse conférence, pour revenir également sur comment doivent se comporter les parents, comment l'annoncer également aux parents et comment accompagner un enfant autiste jusqu'à l'âge adulte. Alors ça, ce sera dans quelques instants, juste après ça. À la galerie d'art Le Pan, l'Algérie est représentée dans sa lumière, ses traditions et ses ambiances. Dans cette exposition, Souleymane Bouchetta nous offre en partage son talent d'artiste. Un artiste qui utilise différents outils, matériaux et supports de travail. Un artiste qui se consacre à sa passion, voilà plus d'une trentaine d'années. Une passion qu'il nous offre aujourd'hui en partage. Ce contraste de forme et de volume, il est interprété par soit des personnages, soit des scènes de toutes les régions d'Algérie. Suite à ces régions-là, il y a l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa diversité de culture, de vestimentaire, de travail, même de coutumes. Le titre de l'exposition, c'est le Jazaïr. Il y a à peu près 46 tableaux avec environ 32 objets en céramique et sculpture. Donc là, M. Bouchetta, en fait, il travaille avec plusieurs techniques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise, donc c'est un artiste plasticien, donc il maîtrise la peinture à l'huile, des aquarelles là, qui sont juste derrière moi. Donc avec une belle palette de couleurs, il représente bien le patrimoine algérien. Cette exposition se veut comme une rétrospective de son travail d'artiste. Un travail qui nous donne à contempler et à apprécier en ce jour du vernissage. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres bien ancrées dans le terreau culturel algérien. Bouchetta exprime ses émotions d'artiste à sa manière. Il nous fait voyager dans différentes régions d'Algérie. Ses œuvres d'art attirent bien des regards. L'artiste, il est vraiment multidisciplinaire, il travaille avec beaucoup de matériaux, mais en fin de compte, et beaucoup de techniques aussi qu'il vient de nous expliquer. Et en fin de compte, c'est pour faire passer le même message, qui est la diversité des traditions en Algérie, qui est l'histoire d'Algérie dans plusieurs périodes, plusieurs époques. Et c'est vraiment intéressant et on ressent vraiment son message à travers ces Souleymane Bouchetta, c'est un artiste que je connais depuis bientôt quelques années quand même. Et je vois toute cette palette totalement différente des premiers travaux d'Yaoulou.
Alors là, il rend hommage à la femme algérienne. En plus, bon, il touche à tout. Il fait de très très belles aquarelles. C'est un aquarelliste de renom depuis le temps. Alors c'est vraiment un artiste complet. C'est le jour du vernissage. On vient en famille ou entre amis découvrir l'exposition. Souleymane Boucheta nous fait voyager dans une Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. En fait, ne dit-on pas que l'art est beau quand la main, le cœur et l'esprit travaillent ensemble? Excellente matinée à vous tous. Voilà, c'était le reportage, donc vous l'aurez compris, l'exposition Nassiba Djeidil ce matin sur Canal. Et comme annoncé, parlons de la prise en charge des enfants autistes. On s'arrête sur la tranche d'âge 0,5. 0,5 avec qui ce matin? Avec Keltoum Azrar, bienvenue à vous. Vous êtes psychologue. Khadra Khamar, vous êtes éducatrice en chef. Madame Leila Houssine, éducatrice spécialisée. Et Bouda Nassima, Madame Nassima Bouda, vous êtes éducatrice également. Toutes les quatre... Vous travaillez dans un établissement qui s'appelle le Jardin d'enfants El Mourouj Babzouar 1, qui dépend de la CNAS. Mesdames, bienvenue. On parle de l'autisme, c'est le mois d'avril d'ailleurs. C'est le mois de la couleur, la fameuse couleur bleue, évidemment. C'est le mois où vous avez organisé d'ailleurs jeudi dernier seulement, hein, c'était le 18, vous avez organisé cette fameuse rencontre, cette fameuse conférence sur l'autisme. Eh bien, bienvenue à vous pour commencer. C'est votre première télé? Oui. Madame Khamar? Oui, c'est ma Madame la première. psychologue? Oui. Oui, Bouddha? Oui, également. Vous aussi? Eh bien, bienvenue à vous. Ça me fait Merci plaisir en tout cas de vous beaucoup. recevoir. C'est un honneur. Alors, d'abord, qui peut présenter déjà l'établissement? C'est moi. Allons-y. Je vais présenter notre jardin d'enfants. Le jardin d'enfants El Mourouj, il est situé à Bebzouar, et plus précisément à la cité 8 mai 45. Il dépend de la CNAS. Oui. Il prend en charge les enfants à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans. Oui. Il a une capacité d'accueil de 200 enfants. Oui. 200 enfants. On a 8 classes. On a un personnel. Le personnel est réparti comme suit. On a le personnel administratif, qui est la directrice, et l'économe et la secrétaire. Oui. Le personnel psychopédagogique, c'est la psychologue, la chef éducatrice et les éducatrices. Donc vous et vous? Oui. Vous donnez là? Et un personnel divers, c'est le personnel d'entretien, Oui. le personnel de cuisine, et un factotum et le personnel de sécurité. Alors, juste pour savoir, vous avez combien d'enfants actuellement? 200 enfants. Vous avez 200 dépassé le 200? Oui, on a dépassé un petit peu, vu les demandes. La demande, on a oui. trop de demandes. La demande est forte. Oui. Il y avait énormément de crèches dans les années 80-90. Beaucoup ont disparu. Bon, celui de Babzouar est une... Parce qu'ils n'ont pas les critères, peut-être. C'est cela. Oui. C'est Ils n'ont peut-être. pas Hein. de critères. Alors, moi, je parle des crèches publiques. Hein. Ouais. Je parlais des crèches publiques. Pour aujourd'hui, où c'est un très très bel exemple, l'établissement de Babzouar. Alors, jeudi dernier, vous avez organisé cette fameuse rencontre. Qui peut nous parler de cette fameuse rencontre? Psychologue, bienvenue. Docteur Keltoum Azra. Dans le cadre des festivités célébrant la journée du savoir. Oui. Et par la même occasion, cette journée coïncide avec le mois d'autisme, le mois d'avril. Oui. Alors, on a profité de programmer une journée de sensibilisation au profit des parents d'enfants, aussi nos collègues différents de différents centres de la CNAS, et même la tranche des étudiants universitaires. Alors, on a organisé une journée. Une belle journée, en tout cas. Oui, très belle journée. Vous avez des enfants autistes au sein de votre école? Oui. Combien? On a pratiquement chacun par classe. Un cas par classe. Oui. Oui. Il est dit, la prise en charge d'un enfant autiste est différente de la prise en charge Oui. d'un enfant dit normal. Oui, Oui. ordinaire. Alors, si vous le permettez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un reportage. Oui. Après, je vous sers de l'eau. Hein, c'est ça, c'est le débat. Hein. On me confirme.
Ah, pas encore. On va suivre le reportage dans quelques instants. Mais juste avant, alors parlons-en. Comment comment doit se faire la prise en charge de l'enfant autiste? Est-ce qu'il y a des formations pour? Bien sûr. Ouais. Tiens, on va parler de l'expérience des éducatrices. Leïla Hossein et Nassima Bouda. Notre tutelle. Vous avez bénéficié de formations qui vous permettent aujourd'hui de... Oui, bien sûr. Moi, j'ai été Madame Bouda. formée à l'étranger. Oui. Diplômée à l'étranger. Oui. Et là, je suis rentrée au pays et j'ai rejoint la crèche, le jardin d'enfants. La prise en charge est vraiment complètement différente ou est-ce Je pense déjà, je vais adaptée? parler du rôle de l'éducatrice. C'est cela. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement l'amour des enfants. Oui. Ça ne suffit pas. C'est avoir de la patience, de la disponibilité et de la résistance à la fatigue nerveuse et physique. D'accord. C'est surtout ça. Et je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour pouvoir exercer ce métier. C'est ça. Et accompagner les enfants en difficulté. Et on est là pour accompagner, pour aider les enfants en difficulté et ne pas les juger. Et non pas pour les juger. Pas de différence. Pas de différence pour nous. Depuis quand vous avez intégré les enfants autistes dans cet établissement? Depuis, dans notre jardin, on a eu une expérience positive. On a intégré le premier enfant l'année 87. Ah, quand même. 87, oui, 87. Donc l'enfant, il est cadre à l'étranger. C'est un directeur de banque. On est fiers. On est fiers de lui. Parce qu'il y a différents, bon, ça dépend de la prise en charge. Oui, il y a différents degrés déjà d'autisme, ça il faudrait le dire. Et la prise en charge est très importante. Quand il y a une bonne prise en charge dès le jeune âge, c'est des enfants exceptionnels. Et la collaboration des parents compte aussi. Aussi. La collaboration des parents. C'est pas de différence avec les enfants ordinaires. Vous les traitez de la même manière. D'ailleurs, on les traite par imitation. On se base sur l'autonomie, les règles de vie, par exemple lavage des mains. Ils apprennent par imitation. Des gestes quotidiens. C'est ça, ils regardent les autres faire et ils font la même chose. Le brossage des dents, les activités variées qu'on fait, on se base sur la prise en charge. Ils sont doués, leur boutonnage, fermer une fermeture éclair. C'est des gestes quotidiens qu'on leur apprend. Alors si vous le permettez, on va suivre donc ce reportage sur la prise en charge des enfants autistes au niveau de plusieurs établissements, de cet établissement en particulier. C'est Sabrina Khalifi qui a suivi pour nous cette journée. On se retrouve juste après. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Il peut se manifester entre 1 et 2 ans, touchant les garçons plus que les filles, affectant différents champs du développement de l'enfant, moteur, sensoriel, sociabilité et langage. Une éducation adaptée comporterait la mise en place de repères structurants, une compensation partielle des déficiences et d'une stimulation des compétences pour mieux les développer. Pour ce faire, les professionnels possèdent différents outils de travail qu'ils mixent souvent entre eux pour s'adapter au mieux à l'enfant et aux objectifs d'apprentissage fixés. À l'exemple de la crèche Al-Mourouj de la CNAS qui leur a consacré des salles de travail spéciales. Oui, on a aménagé cette salle pour les enfants qui ont de troubles, qui ont des besoins spécifiques. On a inspiré des approches d'ABA, le Chocler, Touch, plusieurs approches. On a un matériel de Montessori. On travaille sur des axes l'imitation, la motricité générale et la motricité globale, la perception visuelle, que ce soit visuelle ou le langage, la cognition surtout. Il y a des jeux éducatifs. L'autonomie, on travaille sur l'autonomie. Là, on est en train de travailler sur l'autonomie. C'est des gestes quotidiens que l'enfant doit pour s'habiller. C'est vraiment pour le fonctionnement. Ryan. Voilà. Il faut qu'il apprenne à ouvrir et à fermer. Allez. C'est surtout l'autonomie qu'il apprenne. Ryan. Voilà, il faut qu'on fasse le geste pour qu'il nous suive automatiquement, qu'il apprenne.
gestes très simples. Donc, dès qu'il réussit l'enfant, et surtout on est dans le visuel. Et surtout avec l'enfant, c'est dans le visuel. Voilà. Donc, dès qu'il réussit quelque chose, il est tout content. Il faut vraiment lui montrer qu'il a réussi à faire la chose. Et pour nous, il n'y a pas de différence. Tous les enfants sont normaux et pour voilà. النشاط تاعي اللي راني نقوم به هو نشاط حسي حركي، يعني علاقة ما بين تنسيق ما بين البصر واليد، والهدف منه تربية المهارة اليدوية. والنشاطات هذه متعمدة على الحركة العامة، نشاط بايزون ملء وفرغ الصندوق، تركيز على عملية بايزون لعبة هذه الصيد، نصطادوا هكا سمك ونخرجوهم. كاين ألعاب أخرى متنوعة. Tiens, parce que petit chatra. Très bien, chatra. On est en train de faire l'enfilage avec l'enfant. C'est de la psychomotricité fine. Et ça l'aide ça favorise la coordination oculo-manuelle. On a aménagé pour assurer une bonne prise en charge à ces enfants-là. On a aménagé 3 salles, une salle de psychomotricité. Là, on a un programme hebdomadaire spécifiquement à cette tranche d'enfants. On a aménagé aussi un atelier de relaxation et de détente pour ces enfants-là au moment d'agitation. Des fois en classe, les enfants sont agités. Autre axe de la prise en charge des enfants autistes, leur intégration dans un milieu ordinaire. Les autres enfants sont un fabuleux modèle à suivre pour progresser, à condition que cette intégration soit bien accompagnée. Voilà, que l'intégration soit bien accompagnée. En tout cas, on a vu la vie de votre crèche, la vie au quotidien, comment vous prenez en charge ces enfants autistes. On va peut-être parler du programme, le programme de suivi. Comment se fait le programme de suivi et d'intégration des enfants? Les enfants autistes en particulier. Oui, oui. On va parler sur le rôle ou bien le but principal du jardin d'enfants. Oui. Premièrement, c'est le dépistage précoce des troubles de TSA ou d'autres troubles de comportement. Cela consiste à faire un entretien d'admission, demander un avis spécialisé d'un pédopsychiatre ou bien orthophoniste, la guidance parentale, l'orientation des parents vers nos structures spécialisées appartenant à la CNAS, bien sûr. Le deuxième but, c'est l'accompagnement pédagogique et psychologique. Et pour cela, nous avons aménagé des salles dotées d'un équipement varié selon les normes internationales et faire un programme spécifique pour ces enfants. Ce programme contient des séances de collectivité afin de permettre à l'enfant de suivre le programme ordinaire avec les enfants ordinaires. Deuxièmement, des séances individuelles sont assurées par les éducatrices. Et le troisième but, bien sûr, c'est l'intégration ou l'inclusion avec des enfants présentant des troubles en milieu social et scolaire. Oui.
Voilà un peu les méthodes de fonctionnement chez Oui, vous. oui. On fait l'accompagnement, surtout psychologique et pédagogique. Est-ce qu'il vous est arrivé de découvrir des cas Oui, oui. Et comment se fait l'annonce aux parents? C'est un peu délicat. Oui. Très délicat. Ouais. Je trouve... On a beaucoup parlé de l'annonce faite par le corps médical quelquefois suite à la naissance d'enfants trisomiques, de la maladresse de certains médecins, de certains. Il faut avoir la façon. Voilà. Généralement, qui jouent les parents déjà, à la belle ils sont le problème, les difficultés. Et quand ils ne le savent pas. Quand ils ne savent Quand il y a pas. des enfants détectés par nos jardins. C'est cela. C'est ça. Quand il y a des enfants, ils ne savent pas détecter par nos jardins. Notre jardin. On met l'enfant sur... C'est par expérience Voilà. que les éducatrices... On remarque Il faut savoir... des difficultés de langage, des difficultés. On oriente l'enfant vers notre psychologue. Et elle fait appel aux parents. Bon, Dans le travail. Voilà. De simplifier l'annonce. De dire que ce n'est pas non plus un drame. Il n'y a pas de différence. C'est des enfants doués. Hein. C'est ça. C'est des enfants très intelligents. Très intelligents. Les enfants qui sortent de عندنا كاع c'est des enfants doués. أنا une fois كنت مروحة لداري un petit enfant يعيط طا درت. Et ben ça fait 3 ans ولا ما شفتوش 3 ans. C'est معاد, non? Oui. درت هكذا je l'ai vu قلت له معاد قلت له شكون أنايا قال لي تاتا. Il a prononcé mon nom. Et ben, ما كذبش عليك, j'avais la chair de poule, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que عرفني. Et maintenant, il est dans un établissement scolaire. Troisième année. Le plus normalement du monde. Oui. Juste avec un peu plus d'attention. Pratiquement chaque... C'est ça. Pratiquement tous les Le but, c'est d'intégrer. على بالك نديروا une fête ou une activité On pense les premiers. نديروه مع les enfants Bien ordinaires. sûr. Et ben هذاك l'enfant حنايا الفرحة تاعنا وين تكون كذاك الانفون يجوز ويخدم بيان تما نعرفوا بلي خدمنا ومدينا quelque chose. On va suivre cette journée que vous avez organisée à l'occasion de la journée du savoir. C'est une journée destinée aux parents de votre établissement, mais pas que, à d'autres parents. Cette journée était ouverte à d'autres parents également. C'est toujours Sabrina Khalifi qui a suivi donc la prise en charge et cette journée porte ouverte qui a été organisée donc dans votre établissement. Allons-y. Durant le mois d'avril, l'Algérie célèbre 2 journées. La journée de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril, et la journée du savoir, le 16 avril. La Caisse nationale de l'assurance sociale a décidé de célébrer ces 2 journées au niveau de la crèche Al-Mourouj. Aujourd'hui, on est au niveau de la crèche Al-Mourouj Bab Zouar. Et cette journée, dans ce mois, le mois d'avril, où on célèbre les 2 journées du savoir et celle de l'autisme, la CNAS a œuvré pour célébrer ces 2 jours au niveau de cette crèche avec les enfants normaux et aussi la catégorie d'autistes. Pour le seul but, c'est l'insertion de cette catégorie socialement et beaucoup plus pour découvrir ce que la CNAS fait pour cette catégorie. D'un côté et de l'autre côté, c'est pour démontrer aussi aux parents et les sensibiliser pour la prise en charge, comment prendre en charge cet enfant qui peut être inséré socialement, que ce soit à l'école ou à la maison ou dans la société en général. Donc la CNAS aujourd'hui, elle est en train de développer avec le programme pédagogique et psychoclinicien de cette tranche d'enfants afin de leur donner une chance d'intégrer notre société. À cette occasion, on voulait sensibiliser notre population des parents. On a 200 parents, 200 enfants. Donc quand même, c'est une population importante. Voilà, on voulait attirer l'attention de cette population par rapport à l'intégration sociale des enfants en difficulté, en particulier les autistes qui sont bénéficiés du même programme que les enfants ordinaires, sauf que pour certains cas, on a un programme spécial selon l'âge des enfants et selon l'âge et les besoins des enfants.
À cette occasion, la crèche a organisé des portes ouvertes aux parents des 3 crèches de la CNAS, l'occasion aux parents d'enfants autistes de témoigner de leur expérience. Les enfants ont présenté des spectacles de danse et de chant. Et les invités ont pu découvrir des ateliers proposés aux enfants qui fréquentent cette crèche. Plus l'autisme d'un enfant est dépisté tôt, plus un accompagnement ciblé pourra être mis en place. Toute personne en contact avec les enfants est appelée à se mobiliser, comme les professionnels de la crèche qui portent une observation attentive et quotidienne au développement des enfants. C'est déjà un beau souvenir ou pas? Oui, bien sûr. Bien l'organisation en tout cas. Oui. Un bel espace. Il a fait beau en plus. Merci. Ensoleillé. C'est un jardin pilote. Oui. Il n'en existe pas d'autres pour l'instant? Si, bon, Knas, il y a 3. Il y a sur la wilaya d'Alger. Et à Rabia, cité Rabia et le nôtre. Ouais. Moi j'ai fait la crèche à la fin des années 80 à Benaknoun. Je sais pas. Et en face lycée international. Il y a une crèche, il y avait une crèche, mais je sais pas, je sais même plus si elle existe encore. Vous voyez laquelle ou pas? Non. Elle est cachée à l'intérieur à l'intérieur des asphodèles. Les asphodèles, oui. Exact. Et j'en garde des souvenirs de dingue. C'était ni privé ni rien, Doula fait Doula, mais c'était magnifique. Le jardin Knas, Non, c'est les asphodèles. Les asphodèles. Ouais. C'est connu. Mesdames, c'était un plaisir de vous recevoir. On a suivi ces 2 reportages réalisés par Sabrina Khalifi. C'était un honneur de vous rencontrer. Ceux qui font réellement de travail sur le terrain, c'était vous et c'était un honneur. C'est une passion, je tiens à le dire. Il faut le faire, il faut aimer le métier avant. Exactement. Il faut aimer les enfants forcément. Exactement. Vous aviez quelque chose à dire, Madame la psy? Oui, je profite de cette occasion. Je tiens à remercier nos responsables de la CNAS qui ont tout mis pour les moyens nécessaires pour réussir la prise en charge de ces enfants. C'est tout. C'était un honneur, un plaisir. Kelto Mazrar, rappelons que vous êtes psychologue. Khadra Khamar, vous êtes éducatrice en chef. Leila Houssine, éducatrice spécialisée. Bouda Nassima, éducatrice également. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Rappelons que vous faites partie de cet établissement Jardin d'enfants El Mourouj Babzouar 1. Merci. Et en espérant que cette expérience pilote puisse être diffusée partout dans le pays, qu'on ne parle plus de la capitale, mais qu'on parle de l'ensemble des villes. Et on sera honoré en tout cas de vous recevoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous revenez quand vous voulez, vous connaissez l'adresse. La prochaine fois, je vous ramènerai du jus. Du jus d'Amadan, de Wadrer. C'est un jus de citron. C'est un vrai jus de citron. Ouais, si je peux dire que j'ai quelque chose, moi, dans ce monde, j'ai un citronnier. J'ai un citronnier. Après, j'en parle avec Marim. C'est la seule chose que j'ai. Mais j'ai un bon citronnier, d'ailleurs, qui donne plus de citron que tous les citronniers du pays. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Myriam Moussaïd qui va nous parler de ses plantes. D'ici là, on va regarder ça.
Moi, j'aimerais bien faire une nouvelle émission télé où tu vois les caméramans, où tu vois tout le monde, où il y a d'autres caméramans derrière. Imaginez, on fait une émission télé où tu as tous les caméramans qui sont là, et tu as d'autres caméramans qui sont derrière eux. Arrière-plan. Et les punis, on les met derrière. Et ceux que j'aime bien, je les mettrai devant, comme des joueurs. Les plus fous, on met devant. Il faut mettre les plus fous. Moi, je les aime bien. Genre ici. On lui passe le bonjour. La dernière fois, elle a fait semblant d'avoir une hausse de tension. Ah oui? Mensonge, mais mensonge. Alors du coup, bienvenue. Bonjour. Ça va bien, Myriam? Oui, très Comment bien. était votre semaine? Très bien. Les enfants, la reprise? Ça va, Ça va très bien. Ouais. Pas trop déçu que les vacances soient passées aussi vite? Non, ça va, ils se sont reposés. Ouais. Vers la fin, ils en ont un peu marre, hein, ils s'ennuient un peu. Ils ont envie ça y de est. rejoindre les copines. Exactement. Alors du coup, le hal-hal, Et oui, c'est la lavande. c'est le lavanda. Le lavanda. Oui, voilà. Ouais. Pourquoi je parle du halhal? Parce que tout simplement, c'est la saison, c'est la Oui. pleine saison. Bien sûr, on fait avec le fameux couscous au halhal, qui est très amer. Donc, Oui. pour les gens qui aiment un petit peu ces saveurs, bon, ça dépend. Mais c'est vraiment un plat qui est riche, c'est un plat qui est bon pour la santé, qui va nous épargner des rhumes, plein de petits soucis qui viennent avec le printemps et le mois d'avril, parce qu'on sait très bien que des changements de température, un jour il fait beau, un jour il fait froid. Donc voilà, on essaye de se nourrir et en même temps de se soigner. Alors, mais il y a une différence entre la lavande et le lavanda? Ben oui. C'est quoi? Alors, première différence, la lavande fleurit en plein été, donc juillet, août. Et en fait, c'est la lavande officinale, c'est la lavande vraie. Alors, je ne sais pas de quel côté on va la mettre. Voilà. Alors, ça par contre, ça, le lavandin, c'est une plante, c'est plutôt un arbuste. Allez, on va dire que ça s'appelle la lavande aspic. Donc, el-halhal ou le lavandin. C'est on va dire deux variétés différentes. Hein. Deux variétés différentes, donc qui poussent aussi à des moments différents de l'année, puisque nous le voyons depuis le mois de mars, qui commence un petit peu à fleurir dans les maquis, un peu partout, même à Baïnem. Donc, c'est vraiment l'endroit le plus proche où on peut trouver el-halhal et le ramasser soi-même, ou alors tout simplement on l'achète au marché. Et il faut savoir aussi qu'il y a d'autres variétés mahrez. Alors, regarde, il y a 4 variétés principales de lavande. Donc, la lavande officinale, la lavande aspic qui est celle-ci. On l'appelle aussi la lavande à vipère. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de serpents qui ont tendance un petit peu à se cacher sous l'arbuste un peu feuillu et touffu. Et on a aussi cet autre lavandin, on va dire. Je te donne à sentir, Mahrez. Ouais. Bien sûr, c'est toujours de la même famille que la lavande, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du parfum, le raffinement n'est pas le même. La lavande a un parfum beaucoup plus raffiné, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus floral. Par contre, el-halhal, lui, a un parfum, on va dire, un peu plus camphré, un peu plus fort quand même que celui de la lavande. Mais on en fait, bien entendu, des huiles essentielles, des savons, des remèdes. L'huile essentielle rentre dans la composition de beaucoup de parfums et de produits de beauté. D'accord. Ouais. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Est-ce que tu as réussi à faire la différence, Mahrez? Non. Alors, attends. Je ne sais pas si je vais réussir à couper ça. Mais prenez toute la botte. Hein. Non, c'est pour voir, tu verras la différence entre le vert des feuilles. Oui. Là, j'y arrive pas. Pas cette force dans les bras, dans les mains. Alors, attends. Eh ben... Aran-mousse. Voilà, j'ai bien réussi à l'enlever. Ça va. Ça, c'est... Alors, ça, c'est le halhal. Ça, c'est le lavandin. D'accord. Aspic. Regarde avec celle que tu as. Avec celle que j'ai. La couleur n'est pas la même. Oui. Celle-ci est beaucoup plus claire. Le feuillage aussi. La mienne est beaucoup plus claire, voilà. la vôtre est Celle-là un peu plus foncée. Oui. Et même au niveau du parfum, le halhal est beaucoup plus, le lavandin aspic est beaucoup plus fort que l'autre lavandin. C'est vrai. Voilà. C'est Donc vrai. il faut pas se tromper. Quant à la lavande vraie. Et laquelle est la bonne? La Elles foncée ou sont la toutes claire? bonnes. Non, elles sont toutes bonnes. Chacune pour à quoi on va l'utiliser. Pour le halhal, étant donné que la fleur est beaucoup plus charnue, donc c'est avec celle-là qu'on fera notre fameux couscous au halhal. L'autre, la fleur est beaucoup plus petite, moins, on va dire moins charnue, donc on l'utilisera pas. On la laissera uniquement pour le côté médicinal, puisqu'on sait très bien que c'est très bon pour le transit intestinal, pour les rhumes, pour plein de choses. Donc une petite tisane à volonté. Ashhal. 40 dinars. La botte. Ah oui? Voilà, ouais, tout simplement. Donc on enlèvera, pour faire le couscous Mahrez, on enlève uniquement les fleurs. Hein. On ne met pas les tiges, donc les tiges on les laisse sécher, ça sera utilisé pour faire de bonnes petites tisanes. Ou les ma'ajbouch l'hal. Yichem l'hal. Voilà, c'est une pas mal. expression que j'adore. Alors on dit tu mets une nana ici.